Dans les années 1920, Stephanie Sinclair était devenue une figure éminente du milieu criminel new-yorkais, impliquée dans le racket et les jeux d'argent illégaux, amassant une fortune au passage. Connue sous le nom de Queenie ou Madame Sinclair, elle a affronté à la fois la police et la mafia italienne, mais finalement son empire criminel s'est effondré. Découvrez pourquoi avec moi. Les circonstances de la naissance et de la jeunesse de Stephanie Sinclair restent floues. Mais on pense qu'elle est née sur l'île de la Guadeloupe, dans les Caraïbes, la veille de Noël 1897. Elle était d'origine africaine, et on pense que sa mère était une femme nommée Félicienne, mais on ne sait rien de son père. Malgré le fait d'être une mère célibataire, probablement issue d'un milieu modeste, Félicienne a travaillé dur et a réussi à envoyer sa fille à l'école, ce qui signifie qu'elle était mieux éduquée que beaucoup de ses rivales criminelles qu'elle affronterait plus tard en Amérique. Plus tard dans sa vie, elle a inventé une histoire selon laquelle elle venait en réalité de France, mais cela faisait simplement partie de l'auto-mythification de Sinclair. Certaines sources disent que Sinclair a quitté l'école adolescente pour s'occuper de sa mère malade. Elle a travaillé pendant cette période, a économisé de l'argent, et après le décès de sa mère, elle a finalement quitté la petite île où elle avait grandi et s'est dirigée vers Montréal. Peu importe les détails de sa naissance et de son enfance, nous savons qu'elle a finalement pris la mer pour les États-Unis dans les années 1910. Cela a peut-être eu lieu dès 1911 alors qu'elle était à peine adolescente, ou cela aurait pu se produire dans la foulée de la Première Guerre mondiale. Ce qui est indéniable, c'est qu'elle vivait à New York en tant que jeune femme dans la vingtaine. Au début des années 1920, elle s'est installée à Harlem, qui était devenu depuis la fin du XIXe siècle un quartier résolument afro-américain de New York. Ici, on suppose qu'elle est tombée amoureuse d'un petit escroc nommé Duke. Mais la situation s'est vite dégradée quand il a tenté de la prostituer et a été abattu peu après lors d'une rixe entre gangs. Quelques mois plus tard, on raconte que Sinclair avait un nouveau petit ami, Ed, avec qui elle a commencé à vendre de la drogue. Après quelques mois, elle avait gagné environ 30 000 $ et voulait quitter Ed. Quand elle lui a annoncé, Ed a tenté de l'étrangler, mais elle l'a repoussé si violemment qu'il s'est cogné la tête contre une table, se fracturant le crâne et mourant peu après. Une grande partie de ces spéculations sur la jeunesse de Sinclair provient d'un roman biographique de Raphaël Convillon intitulé Madame Sinclair, reine de Harlem. On ne sait pas exactement quelle part de tout cela est vraie, mais ce dont nous pouvons être certains, c'est que elle a rejoint les 40 voleurs, un gang criminel centenaire de la ville, dont les origines remontent aux années 1820. Elle allait bientôt se lancer dans les jeux d'argent illégaux. Stephanie Sinclair s'est tristement fait connaître par son rôle dans le numbers business, ou jeu des numéros. Cela est apparu en raison de la politique raciale de l'époque qui excluait en grande partie les Afro-Américains d'investir à Wall Street. Le business des numéros, aussi appelé banque de politique, contournait cette interdiction de façon complexe. Les dirigeants de cette banque plaçaient à leur solde contrôleurs, messagers et employés dans les sièges bancaires et sociétés financières. Ils organisaient en même temps des loteries, alternatives pour ceux voulant investir sur les marchés de New York. Les individus remplissaient tôt les bulletins de loterie ou de politique fournis par les opérateurs du jeu de numéros. Ces bulletins étaient ensuite remis aux banques et institutions financières où les employés des organisateurs misèrent de l'argent sur certains éléments selon les détails inscrits. De cette manière, les habitants de Harlem, qui connaissaient un énorme essor économique dans les années 1920, pouvaient investir de l'argent à New York. Sans que les responsables financiers de la ville sachent qui investissait, d'autres se contentaient de parier sur les résultats financiers du jour à Wall Street et dans les banques. Si les autorités enquêtaient, les responsables des Numbers diraient qu'ils géraient une simple loterie communautaire. Le business des Numbers était surtout un jeu d'argent illégal lié au secteur financier de New York selon les lois de l'époque. Sinclair a commencé à s'imposer comme une actrice du business des Numbers à Harlem dès le début des années 1920, bien qu'il ne soit pas clair comment elle a réuni son capital de départ. Cela venait peut-être de son passé dans le trafic de drogue, mais rien n'est sûr. Ses contemporains la décrivaient comme une femme arrogante mais sophistiquée et instruite, avec un tempérament féroce qu'elle dirigeait souvent contre ses rivaux. La personnalité de Sinclair l'a aidée à réussir dans ce milieu. Et au milieu des années 1920,
elle gagnait un revenu considérable en prenant un pourcentage de tout l'argent misé dans le business des numéros. Elle organisait également plusieurs versions de la loterie. Une loterie populaire utilisait des numéros de la Chambre de compensation de New York. Chaque jour, ceux qui pariaient avec Sainte Claire misaient sur un numéro entre 1 et 999. Les mises étaient généralement faibles, un nickel étant considéré comme une mise importante. Avec des milliers de participants quotidiens, la somme en jeu pouvait devenir très importante au fil du temps. Sainte Claire et ses employés généraient les numéros gagnants à partir du chiffre de compensation quotidien des banques du New York Clearing House et du solde créditeur de la Réserve fédérale. La loterie de Sainte Claire était un jeu d'argent qui récompensait la connaissance de la bourse et du monde financier new-yorkais de l'époque. Il y avait beaucoup d'argent à gagner avec cela et de nombreux individus du milieu criminel new-yorkais étaient impliqués dans le business des numéros tout au long des années 1920 et jusque dans les années 1930. En conséquence, Sainte Claire s'est devenue riche grâce à cela et elle s'est devenue connue dans tout Manhattan sous le nom de Queenie, mais les habitants de Harlem l'appelaient Madame Sainte Claire. En 1930, un journaliste new-yorkais estimait qu'elle avait amassé une fortune personnelle d'environ un demi-million de dollars, une somme équivalente à près de 10 millions de dollars. Aujourd'hui, alors qu'elle possédait aussi plusieurs appartements et maisons à Harlem, l'arrivée de Sainte Claire dans le crime à Harlem a rapidement eu des conséquences. Son rival majeur dans les jeux clandestins du nord de New York était Dutch. Schultz, né sous le nom d'Arthur Flegenheimer, originaire du Bronx, était un chef de la pègre connu pour son tempérament légendaire et sa violence, qui était devenu un criminel majeur de New York dans les années 1920, après son entrée dans le trafic d'alcool. À la fin des années 1920, il avait plus de 100 personnes travaillant pour lui et était considéré par certains procureurs de New York comme l'ennemi public numéro 1 de la ville. Il était profondément associé à la mafia de la ville et à des figures de proue comme Charles Lucky Luciano et Meyer Lansky, bien qu'il le considérait comme une sorte d'électron libre. Avec la fin de la prohibition semblant imminente au début des années 1930, Schultz commença à s'immiscer dans les affaires de Sainte Claire, lui lançant un ultimatum. Soit elle lui cédait entièrement son entreprise, soit elle commençait à lui verser un pourcentage important de ses bénéfices. Beaucoup d'autres avaient cédé à la pression de Schultz, mais Sainte Claire ne ferait pas partie de ceux-là. Au début des années 1930, Stephanie commença à organiser ses clients restants pour une opposition intensive contre Schultz. Lorsqu'ils ont appris que des gérants de magasins et d'autres propriétaires d'entreprises à Harlem collectaient des paris pour Schultz, ils les ont affrontés violemment, entrant dans leurs magasins et saccageant leur commerce. Dans une campagne d'intimidation, Madame Sainte Claire a même publié des annonces dans les journaux de Harlem encourageant les habitants à jouer black, ce qui signifiait pour elle de ne pas placer leur argent chez Schultz et de la soutenir, elle, en tant que femme noire locale. Schultz a rapidement répliqué par une campagne d'intimidation contre Sainte Claire, qui a vite dégénéré en enlèvement et en meurtre. Un contrat a été placé sur la tête de Stephanie, poussant Sainte Claire à utiliser plusieurs planques à Harlem. Au plus fort de cette campagne de brutalité, Sainte Claire a dû se cacher sous un tas de charbon pour éviter d'être tuée par les hommes de Schultz lors d'une confrontation. À cause de cela, elle a gardé un profil bas et a transmis ses affaires criminelles à son principal homme de main, Ellsworth Bumpy Johnson. À la fin du conflit, plus de 40 personnes avaient été tuées. Le conflit entre Sainte Claire et Dutch Schultz se conclut par la victoire de Stephanie. Cependant, cela tenait surtout à l'imprévisibilité de la politique complexe de la pègre new-yorkaise des années 1930 plus qu'aux actions de Sainte Claire. La relation entre Schultz et Lucky Luciano, le chef de la mafia italienne à New York depuis la fin des années 1920, avait toujours été tendue, et les choses n'ont atteint leur paroxysme lorsque Schultz a désobéi à un ordre direct de la commission dirigée par Luciano. À l'époque, Schultz était poursuivi pour fraude et évasion fiscale par Thomas Dewey, un procureur spécial de haut rang à New York, alors il a prévu de le faire tuer. Cela malgré le fait que la commission de la mafia l'avait mis en garde contre cette action, car elle craignait que l'assassinat de Dewey ne provoque une répression totale. En conséquence, la commission a décidé qu'il fallait arrêter Schultz. Le 23 octobre 1935, il a été abattu alors qu'il était assis sur les toilettes d'un restaurant à Newark, dans le New Jersey. Il est mort de ses blessures le lendemain. Alors qu'il était mourant, Sainte Claire a envoyé un télégramme à Schultz disant « Comme ton âme, ainsi tu récolteras », et elle l'a signé « Madame Reine du Policy ». Le télégramme aurait fait la une des journaux nationaux.
Alors qu'elle était en conflit avec Dutch Schultz, Sinclair avait également été périodiquement impliquée dans une lutte avec les forces de l'ordre de New York. Cela était dû à la fois à son implication dans le business des jeux clandestins, mais aussi à son activisme au sein de Harlem. À la fin des années 1920, elle avait commencé à placer des annonces dans les journaux locaux visant à informer les Afro-Américains de leurs droits. Devaient-ils être harcelés par la police ou arrêtés ? Cela l'a finalement menée à devenir leader communautaire. Les deux éléments réunis ont fait de Stephanie la cible d'une campagne menée par la police de New York, et en décembre 1929, elle a finalement été arrêtée. Finalement, elle a été condamnée pour jeu d'argent et autres délits et a écopé de 8 mois dans une maison de correction où elle a dû effectuer des travaux forcés. Sainte-Claire est sortie de la maison de correction à la fin de 1930 avec la ferme intention de se venger des forces de l'ordre de New York. C'était justement à l'époque où une série d'enquêtes menées par le juge Samuel Seabury était lancée pour révéler la corruption dans la politique, la police et la justice de New York. Sainte-Claire transmit rapidement des informations confidentielles à la commission Seabury, affirmant que la police harcelait les opérateurs noirs de la loterie clandestine comme elle, tout en ignorant ceux liés à des organisations criminelles établies. Son témoignage a finalement conduit à l'arrestation ou au renvoi d'un lieutenant de police et de 13 policiers de base. La renommée de Sainte-Claire a culminé à New York dans les années 1930 comme opératrice indépendante de la loterie clandestine. À Harlem, elle a tenu tête à l'un des gangsters les plus redoutables de la ville, Dutch Schultz, et s'est vengée des policiers qui avaient manigancé pour l'envoyer en prison à la fin des années 1920. Sa réputation sulfureuse a continué de croître en 1936, lorsqu'elle a choisi de conclure un mariage non légal avec l'évêque Amrou al-Mouminin. Soufi Abdul Hamid, un militant racial new-yorkais excentrique et controversé de l'époque, dont les diatribes antisémites lui ont valu le surnom de Hitler noir. Hamid disait être né près des pyramides d'Égypte et s'adressait aux foules en ville, coiffé d'un turban et vêtu d'une cape. En réalité, il venait du Massachusetts, au moment où il s'est impliqué avec Sainte-Claire. Au milieu des années 1930, il s'était imposé comme une personne qui courtisait la communauté germano-américaine et tenait des discours enflammés contre la communauté juive de la ville. Son contrat avec Stephanie en 1936 stipulait qu'ils seraient mariés pour une période d'essai d'1 an. S'ils avaient réussi, ils se seraient mariés officiellement, mais cela n'est jamais arrivé. Hamid était infidèle et a eu plusieurs liaisons lorsque Sinclair a découvert l'une de ses aventures avec Madame Fufatam, une voyante et mystique originaire de la Jamaïque. Elle lui a tiré dessus 3 fois le 19 janvier 1938. Bien que Hamid ait été à peine blessé lors de l'attaque, la balle ne faisant que l'effleurer, Sinclair a été accusé de tentative de meurtre. Lors du procès sensationnel qui a suivi, Hamid a admis être en réalité Eugene Brown, mais cela ne changerait pas grand-chose. Dans sa défense, Stephanie a affirmé qu'elle avait confronté Hamid parce qu'il l'a traité cruellement et que le coup de feu était parti lors d'une lutte entre les 2 anciens amants. Le juge n'a pas été convaincu, déclarant que Sainte-Claire avait, je cite, « vécu d'ingéniosité toute sa vie » et l'a condamnée à une peine de 2 à 10 ans de prison. Elle a été envoyée purger sa peine au centre correctionnel pour femmes de Bedford Hills, au nord de New York dans le comté de Westchester. Sainte-Claire a été libérée de prison au début des années 1940. On sait peu de choses sur sa vie après cela, car elle a délibérément gardé un profil plus bas durant ces années. Plus de publicité dans les journaux sur les émeutes de la communauté afro-américaine de New York, ni de tentatives de retour dans le milieu criminel de la ville. Bien qu'elle ait quitté son empire des jeux de chiffres, elle restait riche grâce à des investissements avisés. Et elle s'est retirée dans un manoir à Long Island tout en menant des affaires légitimes et légales dans les années 1940 et 1950. Son associé Bumpy Johnson, qui après Sainte-Claire est devenu le roi incontesté de Harlem, est venu vivre avec elle durant ces dernières années et écrivait de la poésie depuis sa maison à Long Island. Les rares références fugaces à ses activités commerciales durant ces années proviennent de ses déclarations et révèlent une femme heureuse de profiter d'une retraite paisible. Elle est décédée à New York en 1969 à l'âge de 72 ans. Lorsqu'elle est décédée en décembre, les journaux ne contenaient aucune nouvelle de la disparition de l'ancienne madame. Sinclair, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Stephanie Sinclair. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les laisser également dans les commentaires.
J'espère que vous êtes abonnés et avez activé les notifications pour recevoir mes vidéos dès leur publication. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.